troisième conférence JDRID. Notre troisième invité sera Nathan Schneider. Hello Nathan. Bonsoir tout le monde et bonsoir Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire une conférence chez nous sur un sujet assez peu courant en plus, donc on se réjouit beaucoup de t'entendre. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos spectateurs? Bien sûr. Alors je m'appelle Nathan Schneider, je vis en Suisse et je me présente depuis quelques mois comme un maître de jeu professionnel parce que j'ai fondé, avec l'aide de nombre de mes amis, une entreprise en Suisse qui propose des services de jeux de rôle professionnels pour des enfants, des adultes, des entreprises, tout ça quoi. Ok, super, bah merci beaucoup pour la petite présentation et puis on se réjouit beaucoup de t'entendre. Je te passe la parole maintenant. Super, merci. Alors pour commencer, je pense que vous êtes nombreux dans le chat à déjà vous poser une question ou peut-être même à être surpris autour de la question de maître de jeu professionnel. Alors déjà, ce que j'entends par être un maître de jeu professionnel, c'est le fait d'organiser une session en tant que maître de jeu contre rémunération de la part de clients. C'est pas que des amis, pour qui on va faire, maître de jeu ou meneur de jeu, mais carrément des clients, des personnes qui vont venir nous voir pour nous demander d'organiser toute la session pour eux et de pouvoir comme ça faire cette aventure contre rémunération. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer dans un projet pareil? Avec quelles questions est-ce que j'ai lancé ce projet? Comment est-ce que tout ça s'est un petit peu mis en place? C'est toutes des questions auxquelles je vais essayer de répondre. Après, une question qui est importante pour moi, c'est de parler du point de vue de ceux qui considèrent que le professionnalisme dans l'univers du jeu de rôle, c'est quelque chose qui devrait absolument pas avoir lieu. Il y a pas mal d'opinions qui sont assez divergentes là-dessus et puis donc ça me permettra de toucher un petit peu à tout ça, dans l'espoir de partager un peu mon point de vue et le point de vue de ceux avec qui j'ai pu parler et de ceux avec qui j'ai la chance de travailler. Donc, comme je l'ai dit, tout à l'heure, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Unknown Echoes. Cette, entreprise offre des services professionnels contre rémunération et je l'ai créé avec une question qui me paraît enfin, que j'ai envie de vous poser, qui est la suivante. La dernière fois que vous avez, fait du jeu de rôle, que vous avez une partie de jeu de rôle, vous avez payé combien pour? De même que la dernière fois que vous êtes allé faire une partie de bowling ou alors que vous êtes allé, par exemple, faire, une partie d'airsoft, de paintball ou autre. Vous avez payé combien pour? À mon avis, il y a certaines différences, entre qui sont assez intéressantes et qui motivent plein de mes réflexions. Pourquoi est-ce que certains jeux, on paye pour? Pourquoi est-ce que d'autres jeux, c'est juste un jeu de société? On s'assoit autour d'une table et d'un sens, c'est gratuit de jouer, que ce soit avec des amis, notre famille ou autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui détermine le fait de mériter de payer pour un service? Même que qu'est-ce qui va, heu, motiver quelqu'un à se dire: «Non, je payerai absolument pas pour jouer, c'est un jeu au fond» et où est-ce qu'il y a du sens? Peut-être partout, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai envie, pour commencer à répondre à ces questions, de vous raconter une histoire. L'histoire qui m'a mené, depuis moi, il y a 4 ans, qui n'avait jamais fait de jeu de rôle à l'époque, honte sur moi, à moi aujourd'hui, qui me présente comme un maître de jeu professionnel, à moi demain, qui vais faire passer des examens pour juger si oui ou non, d'autres personnes peuvent éventuellement, elles aussi, travailler comme maître de jeu professionnel. Donc cette histoire commence, comme je l'ai dit, il y a 4 ans, en fait un petit peu moins de 4 ans, alors que, je passais un après-midi d'ennui sur YouTube, comme je pense beaucoup d'entre vous peuvent comprendre, et alors que par nostalgie peut-être, je regardais une ancienne chaîne de personnes qui faisaient, toutes sortes de vidéos de musique ou autres, à l'époque, je suis tombé sur leur toute dernière vidéo. J'étais surpris d'abord de voir que ça fait qu'ils étaient toujours actifs et cette vidéo parlait d'une aventure fantastique. J'ai pas vraiment compris, j'ai cliqué dessus pour voir et c'est un peu ça que j'ai vu ensuite. Peut-être une scène que beaucoup d'entre vous, allez reconnaître, ou en tout cas des visages qui vous seront familiers. C'est des personnes qui sont présentées dans la vidéo comme, des acteurs vocaux qui allaient jouer à Donjons& et Dragons.
immédiatement, mon cerveau a entendu Donjons& et Dragons et j'ai tout de suite compris, que c'était ce jeu étrange dont j'avais souvent entendu parler, que ce soit par la boîte rouge que mes parents avaient rangée dans la cave quelque part, qu'une fois j'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai vu des cases blancs et bleus, j'ai rien compris, je l'ai refermée presque effrayé et je l'ai remise dans l'étagère. Ou alors quand d'autres de mes amis du collège, m'avait dit: «Hé Nathan, viens, faisons du jeu de rôle», et moi je les avais imaginés avec des chapeaux pointus, des baguettes magiques, à aller se taper dessus et à me dire: «Non merci, ce sera pas pour moi», et à me dégager de tout ça, à dire que je ne ferai certainement jamais de jeu de rôle. J'étais, enfin disons le destin s'est révélé être assez ironique là-dessus. Hem, en entendant que c'était du jeu de rôle, je me suis dit: «Ah bah tiens intéressant, je vais peut-être pouvoir, comprendre ce que c'est que ce le jeu de rôle que Donjons& et Dragons, peut-être comprendre comment ça se joue». Et rapidement, ils s'en sont retrouvés à cette scène où je pouvais les voir d'un coup, et on peut le voir là sur cette image, avoir un maître de jeu amusé, peut-être fier de ses joueurs, d'autres joueurs qui rient, qui pleurent, qui sont dans un état où ils sont déchirés émotionnellement parce qu'ils sont en train de vivre, tout ça dans un univers complètement imaginé. Tout ça juste par une histoire qu'ils s'inventent, d'un sens, et qui se racontent entre eux. Des adultes pourtant, et je vois pas de chapeau pointu, je vois pas de baguette magique, et ils sont pas a priori en train de se taper dessus. Donc, pour moi, ça a été une quasi-révélation. D'un sens, je comprenais rien de ce qui se passait, mais vraiment rien du tout. Et d'un autre, j'étais absolument fasciné de les voir vivre quelque chose d'aussi intense. Et j'avais presque immédiatement une espèce de sentiment de culpabilité de me dire: «Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de me lancer, enfin, en tout cas, d'essayer de comprendre ce que c'était?» J'ai passé ensuite des heures à lire sur internet tout ce que je pouvais pour comprendre, ce que c'était que le jeu de rôle, ce que c'était en particulier que Donjons& et Dragons, qui c'était que ces acteurs vocaux, et comment est-ce que moi aussi je pouvais être à leur place, vivre ces émotions dans un univers fantastique, dans un univers sorti de mon imaginaire. Je partais en vacances le lendemain, alors j'ai passé la nuit à imprimer, attention la grosse erreur, le guide du maître de jeu, que j'ai ensuite lu intégralement à peine arrivé en vacances, sans rien comprendre évidemment de comment est-ce que concrètement on fait pour jouer. Après, j'ai appris comment, faire pour créer une carte, et c'est donc ce à quoi je me suis attelé. J'ai dessiné les contours du premier continent de l'univers dans lequel j'aurais eu envie de jouer. Je savais toujours pas comment jouer dedans, mais en tout cas, j'avais un premier continent. D'abord, je l'ai dessiné à la main et puis sur l'ordinateur. Et puis un peu de temps s'est écoulé, et j'ai fini, avec l'aide de mon frère, par tomber sur des informations un peu plus claires qui me disaient que c'était le manuel du joueur qu'il me fallait pour apprendre à être maître de jeu. J'avais décidé d'être maître de jeu parce que je savais qu'il allait falloir convaincre ma famille de jouer et que j'allais pas pouvoir les convaincre d'apprendre à être meneur de jeu pour pouvoir jouer. Donc je me suis lancé dans cette aventure de lire les règles, d'apprendre à jouer. On a fait quelques micro-combats pour essayer de voir le fonctionnement, et puis c'était le grand soir. J'ai rassemblé ma famille, ils m'auraient fait créer leur propre premier personnage, et puis on s'est retrouvés autour d'une table dans le sud de la France, vers Aix-en-Provence, heu, pour démarrer une aventure, qui a vu ses débuts près du tout petit village de Clolne. Heu, C'était plein d'erreurs comme toutes les premières fois. C'était assez hasardeux, mais ça m'a permis de découvrir une quantité de choses sur le pouvoir du jeu de rôle, de ce que Donjons& et Dragons pouvait m'apporter. J'étais déjà complètement passionné, mais ça m'a presque brutalement fait plonger encore plus fort dans quelque chose qui pour moi était quasi qu'une addiction. Il fallait que je joue plus, fallait que je sois doué là-dedans, il fallait que j'arrive à permettre à mes joueurs de vivre des expériences vraiment extraordinaires. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller regarder sur internet plein d'informations sur comment être un meilleur maître de jeu, un meilleur meneur de jeu, voir plein de vidéos, lire plein de choses. J'ai continué de lire les livres, j'ai essayé de trouver d'autres livres, j'ai, parcouru toutes sortes de boutiques de la région que je pouvais voir à la recherche de nouveaux livres pour parler à des nouvelles personnes, et surtout, j'ai écrit à l'entier de mes amis pour leur proposer de faire des groupes de jeux pour pouvoir lancer plein de campagnes, parce que j'étais un peu fou à l'époque, et après 2 mois à peine, je me suis retrouvé, à mener 7 campagnes différentes simultanément. J'avais entre, 3 et 4 sessions par semaine à certaines époques. Je passais des dizaines d'heures de jeu, dans l'univers que je venais à peine de constituer,
Évidemment, c'était erreur sur erreur, mais c'est au même rythme que j'apprenais à jouer et pendant tout ce temps, j'ai développé un très fort sentiment de redevance. Je créais un univers avec l'aide de mes joueurs, mais surtout les joueurs leur donnaient vie à ce monde que j'avais créé et c'était pour moi tellement riche comme expérience, tellement fort que je leur devais ça. Je leur devais le plaisir qu'on avait tous ensemble de jouer. Alors je me suis lancé dans un combat presque sans fin de vouloir leur offrir plus. Offrir plus aux joueurs, offrir des meilleures sessions, plus de fun, plus de plaisir en jouant, heu et leur retourner d'un sens tout ce que eux m'offraient. Alors rapidement, je me suis dit: «Bon, bah, je vais investir peut-être dans quelques figurines, peut-être, je vais acheter des miniatures, je vais essayer de dessiner des terrains, j'ai acheté une carte» et très rapidement, j'ai essayé de leur offrir plus. Mais malgré tous mes efforts, il s'est passé un phénomène que j'attendais pas nécessairement. Les joueurs se sont mis à arriver aux sessions avec des boissons, avec le repas qu'ils ont eux-mêmes acheté, y compris ma nourriture, mes boissons. D'un coup, ils m'aidaient et me remerciaient de ces parties qu'on faisait et je me disais: «Mais enfin, pourquoi?» D'un sens, c'est eux qui ont accepté de venir donner vie à l'univers que j'ai créé. Il y avait une espèce de renversement assez fort autour de ces questions de qui devait quoi à qui et de qui est-ce qui devait remercier les autres. J'avais presque perdu, de vue les idées, enfin l'idée d'une aventure qu'on vivait tous ensemble. Du fait que même si j'étais maître de jeu, j'étais joueur autour de la table avec eux et ils me l'ont rappelé assez fortement dans les mois qui ont suivi, heu, notamment lorsqu'ils m'ont proposé en voyant que j'apportais ces figurines, ces miniatures, ce terrain et qu'ils aimaient beaucoup, qui me proposaient de faire une cagnotte. Il me proposait de faire une cagnotte où tous les joueurs pouvaient mettre un peu d'argent de temps en temps pour pouvoir acheter plus de figurines, plus d'environnement. On était tous étudiants, donc tout seul, j'allais pas pouvoir investir autant que je le voulais, eux non plus. Par contre, peut-être que tous ensemble, tous nos groupes, on allait peut-être pouvoir comme ça, ensemble, récolter assez d'argent pour pouvoir avoir des parties vraiment vraiment exaltantes. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai lancé la cagnotte en me disant: «Bon, ben, pourquoi pas s'ils y tiennent?» Mais je suis sûr que, enfin, après 1 an, peut-être qu'on pourra acheter quelques figurines. Après 2 semaines, on avait explosé l'objectif qu'on avait. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que moi qui étais complètement addict à nos parties, mais l'entier des joueurs. Comme il y avait de nombreux groupes, évidemment, ça m'a permis assez rapidement d'investir dans des figurines pour chacun, de me lancer corps et âme dans la construction de terrain, d'apprendre à faire des tentes, du sol, des tiles, par exemple, pour faire des environnements modulaires. On s'est retrouvé avec, tout le matériel pour pouvoir faire des arbres. On a passé des soirées, des nuits entières à fabriquer des sapins et des pins pour les aventures à venir. C'était vraiment assez exaltant et assez extraordinaire et à mesure que tout ça avançait, il y a petit à petit quelque chose qui m'est venu en tête, une idée qui s'est installée dans mon esprit. L'idée du fait que les joueurs étaient prêts à payer pour avoir plus d'immersion, pour avoir des nouvelles figurines ou pour avoir des environnements 3D. Pourquoi? Parce que tout ça leur donnait l'impression d'avoir une aventure encore plus riche. Moi, personnellement, je ne pouvais pas devenir un maître de jeu du jour au lendemain. Je ne pouvais pas, presque brutalement me dire: «Ben, je vais d'un coup devenir doué, je vais devenir bon, je vais faire, être un meilleur maître de jeu». C'est quelque chose qui prend des années d'expérience, je pense en tout cas personnellement, énormément d'investissement. Par contre, le fait qu'un combat, d'un coup, on ait un terrain, on ait des visuels, que le joueur ait sa miniature, qu'il puisse apprendre à la peindre, ça, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus direct. Donc les joueurs voulaient payer pour avoir cette immersion supplémentaire, pour avoir ces nouvelles figurines et ces nouveaux environnements. Et c'est resté un peu dans mon esprit et petit à petit, je me suis dit: «Mais c'est dingue parce que s'ils sont prêts à payer pour ça, pour jouer, pour toutes ces nouvelles choses que je peux mettre, à leur apporter d'un sens, est-ce qu'au final, d'autres gens pourraient pas le faire et pourquoi est-ce que je pourrais pas, au fond, me faire payer pour être maître de jeu?» Ce qui était pour moi très éloigné de l'idée que j'avais au tout début de me dire: «Eh tiens, est-ce que je serais pas, est-ce que je pourrais pas peut-être, demander à mes joueurs d'apporter des boissons ou autre?» et à me sentir presque mal à l'aise par rapport à ça. Je me demandais pourquoi est-ce que je pourrais pas être maître de jeu pour des gens qui me paieraient? Et c'est une idée que je sais, je suis pas le seul à avoir eu. Beaucoup de maîtres de jeu, de rôlistes dans le monde se posent cette même question et souvent, malheureusement, ça reste un peu là-dessus. Par contre, cette question, je me la suis posée juste avant un phénomène, qui, je pense, vous a tous touchés. Il y a un peu une pandémie mondiale qui est apparue
et qui a fait son chemin assez rapidement jusqu'en Suisse et qui a signifié l'arrêt de mes cours, en tout cas en présentiel et donc soudain d'avoir beaucoup, beaucoup plus de temps et en même temps pas de sessions à pouvoir faire. On pouvait plus se retrouver entre nous parce que j'ai beaucoup de peine malheureusement à apprécier le jeu de rôle en ligne. Pour moi, il faut qu'on se retrouve autour d'une table pour vraiment pouvoir profiter et donc je me suis retrouvé soudain avec beaucoup de temps, très, très, très envie de pouvoir jouer ou en tout cas de m'investir toujours plus dans le jeu de rôle et dans Donjons& et Dragons en particulier et je me suis dit: «Ben, tu sais quoi Nathan? C'est le moment. Essaie, essaie, annonce que tu es prêt à te faire payer pour faire maître de jeu. Si personne ne te demande de venir, ben, tu as rien perdu, d'autres qu'un petit peu de temps, mais du temps maintenant tu en as et si ça marche, ben, qui sait, peut-être que tu pourrais en vivre». Et je me suis dit: «Allez, on y va. Par contre, ce serait injuste que d'y aller seul. Je vais passer quelques coups de fil à mes amis les plus proches pour leur dire: "Hé, j'ai cette idée un peu dingue de lancer un service de maître de jeu professionnel. Est-ce que ça vous intéresserait de faire partie du truc, de me rejoindre, de me filer peut-être un coup de main et puis peut-être on pourra voir pour que dans les mois qui viennent, vous puissiez vous aussi faire maître de jeu"?» Et cette idée, elle est un petit peu, restée, on va dire, puisque, dans les 2 mois qui ont suivi, c'est pas mes quelques amis les plus proches qui se sont joints à l'aventure, c'est tous mes amis ou presque qui ont dit: «Nathan, je serai là, j'ai envie de faire partie du truc». Et j'entends après de moi, on était plus d'une dizaine à travailler activement, presque tous les jours, pour construire ce projet. À mesure que le confinement avançait, on continuait de se voir sur Discord, en ligne ou autre, pour parler de comment le faire. Et ça m'a amené à me dire, à me poser une question qui pour moi était essentielle, qui était bon déjà, comment faire pour permettre à des gens qui ont envie de faire comme moi, de prendre ce risque d'être maître de jeu professionnel? Comment faire pour leur apprendre à être maître de jeu, mais avec très peu de temps, pour atteindre un niveau qui leur permette d'être payés pour, d'un sens? Et donc on a organisé une formation où tout le monde s'est réuni. On était 2 formateurs, une amie à moi et moi-même pour nous lancer dans le projet d'essayer d'apprendre à tous ceux qui voulaient éventuellement faire maître de jeu. Et puis on a décidé aussi d'avoir un système, un fonctionnement un peu différent. L'idée de ne pas avoir seulement des meneurs de jeu, mais aussi des assistants maîtres de jeu. Des personnes qui seraient là pour gérer toute la technique qui pouvait entourer le fait d'être maître de jeu et surtout pour répondre aux questions des gens. On s'est dit: «On veut être maître de jeu professionnel, on veut donc pouvoir aller chez des gens et leur dire: "On va vous faire jouer", même s'ils avaient jamais fait de jeu de rôle et on n'a pas envie de passer 3 heures à leur faire faire des personnages, à leur apprendre les règles et à se lancer dans ce projet». On s'est dit: «On va arriver et il faut qu'en 5 minutes, ils soient en train de s'amuser». De s'amuser comme j'avais vu ces acteurs vocaux il y a si longtemps s'amuser eux, avec en étant complètement immergés dans une histoire riche, fantastique, qu'ont leur art. Ça nous a tous ensemble poussés à nous poser plein de questions, sur comment mener cette formation et qu'est-ce qu'on pouvait offrir d'un sens aux clients pour que ça vaille le coup. Autant des clients qui avaient jamais fait de jeu de rôle, autant que des clients rôlistes comme vous, nous, des personnes qui, heu, ont l'habitude de jouer, peut-être toutes les semaines, peut-être 2 fois par semaine, peut-être tous les jours de la semaine et qui d'un coup pourraient se dire: «Ben, je vais payer pour un service, je vais payer pour avoir un maître de jeu professionnel qui va s'asseoir autour de notre table, chez nous, là où on a l'habitude de jouer entre nous et organiser cette session pour nous». Ça m'a poussé sur Facebook pour aller poser plein de questions à plein de gens, surtout des personnes qui n'auraient pas peur de me dire ce qu'ils pensent. Grâce à l'anonymat et aux écrans, c'est assez fort d'avoir des opinions très directes et je suis donc allé sur Facebook, poser quelques questions sur quelques groupes en disant: «Eh bonjour, je suis en train de monter un projet de maître de jeu professionnel. Pour vous, qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir envie de payer pour?» Et ça m'a apporté des réponses assez crues, assez vives. La première, par exemple, que j'avais eue, allait comme suit, alors que la personne m'a simplement écrit: «Et puis quoi encore? C'est un jeu, c'est fait pour jouer entre amis. Si tu veux jouer avec de l'argent, va au Canissino». Je vous passerai la fin de la phrase. Ou encore cette autre personne qui disait: «Mêler l'argent à tout ça détruira la communauté. S'il te plaît, ne fais jamais ça». Presque un cri du cœur à ce stade. Quelqu'un qui me dit: «S'il te plaît, ne le fais pas». Ou enfin encore: «Personne ne te paiera pour jouer, personne». Alors je me disais: «Merci, ça répond pas nécessairement à ma question». Mais en même temps, ça a soulevé plein de questions autour du c'est quoi les dangers réels du jeu de rôle, professionnel? Pourquoi est-ce que ce serait un problème, légitimement, que d'offrir ce service d'être maître de jeu professionnel? Et avec les personnes qui étaient un peu plus aptes à, disons, discuter et à échanger sur le sujet,
on a pu, voir que le premier problème dont beaucoup de personnes, parlaient, c'est le risque de discriminer les personnes qui auraient moins de moyens. Si d'un coup ça devient régulier de payer pour faire du jeu de rôle, légitimement, globalement, il y a le risque que des personnes qui n'aient pas de moyens se disent: «Ben, je ne peux pas faire du jeu de rôle parce que je ne peux pas payer pour avoir un maître de jeu professionnel qui vienne s'asseoir à notre table». Ou encore, surtout à cause des formations qu'on fait, instaurer des standards pourrait limiter la diversité du jeu de rôle, hein. Ne serait-ce que pour des meneurs de jeu, ne serait-ce que pour Donjons& et Dragons, heu, on est là à dire: «Il y a un meilleur type de maître de jeu», puisqu'on l'apprend, puisqu'on fait passer des examens, puisqu'on a besoin d'un standard, au sein de nos nécos. Et je suis en même temps convaincu qu'il y a autant de diversité dans les univers de jeux de rôle, autant de diversité dans les joueurs, qu'il y a de diversité parmi les maîtres de jeu et que chacun mérite d'avoir son histoire à raconter. Que chacun est, à mon avis, le meilleur des maîtres de jeu qui soit pour certains joueurs. Et donc, c'est comment gérer cette question de standard et de risquer de limiter cette diversité du jeu de rôle. Et puis enfin, le risque que pour beaucoup de gens, devenir maître de jeu soit plus difficile. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, l'idée de qu'il y ait des maîtres de jeu professionnels pourrait faire peur. Certains pourraient se dire: «Non mais c'est trop compliqué de faire maître de jeu». La preuve étant, il faut avoir passer une formation entière, passer un examen pour pouvoir faire maître de jeu. C'est ce standard-là que je vois. Ou alors la crainte que certains maîtres de jeu se disent: «Mais moi, si je viens avec mes amis, que je fais cette session avec ces professionnels, que j'ai une session, mais jamais je pourrais faire ça». Et cette crainte qu'au final, moins de gens se lancent dans le projet un peu fou qu'est celui de vouloir faire meneur de jeu. Et c'est avec toutes ces idées en tête qu'en même temps, on s'est posé les questions des avantages que ça pourrait présenter. On s'est rendu compte que, ben, avoir une activité lucrative, avoir une entreprise en Suisse, par exemple, ça permettrait de faire découvrir le jeu de rôle à de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que d'un coup, on peut investir. On a une équipe marketing publicitaire qui va investir pour payer pour mettre des affiches, pour faire des publicités en ligne, pour justifier le fait d'aller en convention ou lors de festival, présenter ce jeu gratuitement à des gens, leur permettre de jouer. C'est pas comme une association ou un club qui nécessite le fait d'avoir des membres et du soutien pour pouvoir éventuellement en parler ou avoir des activités, mais d'un coup, le simple fait d'exister en tant qu'entreprise et d'avoir des retours financiers, d'avoir cet argent, ça permet d'un coup de le réinvestir et de permettre à des nouvelles personnes de jouer. Des personnes qui ne seraient pas nécessairement allées dans une boutique de jeux de rôle ou aller au sein d'une association dire expliquez-moi comment jouer. Ou toutes les personnes qui n'ont pas d'amis autour d'eux, qui jouent déjà aux jeux de rôle. Mais peut-être des personnes dans une entreprise qui ont une soirée team building de prévue dans quelques heures, qui n'ont jamais joué, qui auraient toujours dit non pour du jeu de rôle, ils s'asseyent à une table, ils se rendent compte qu'ils vont faire du jeu de rôle avec leurs collègues et qui d'un coup découvrent le jeu. Ou les parents, les enfants qui connaissaient le jeu de rôle, qui voulaient ça pour leur anniversaire, les parents ne pouvaient pas leur faire meneur de jeu ou autre et qui leur ont proposé des services professionnels à la place pour leur anniversaire. On arrive, on fait une animation, bah, au final les parents sont là: «Mais vous faites aussi ça pour des adultes ou?» Et ça leur permet comme ça de découvrir le jeu de rôle dans un cadre qui leur permette de se rendre compte que c'est au final plus que ce qu'ils imaginaient. Et puis ensuite, ben, ça permet à de nombreuses personnes de vivre du jeu de rôle. J'entends depuis qu'on a commencé notre activité, dans les premiers festivals auxquels on était, lors des conventions où on a pu tenir un stand, j'ai 2 types de réactions. J'ai des personnes qui me regardent un peu surprises et les autres qui, me disent: «Mais vous vous engagez?» J'entends: «Si je vous envoie un CV, je pourrais travailler avec vous?» Et la réponse, la plupart du temps, c'est oui. Vous pourriez vous joindre à nous, au prix juste de suivre la formation, qu'on soit sûr que vous passiez un examen, d'avoir un certain niveau, de connaissance de règles et de gestion de clients, aussi de communication au sein de l'entreprise. Bien sûr, vous pourriez être maître de jeu professionnel, le faire avec nous et vous faire payer pour le faire. Et d'un coup, ça ouvre de nouvelles opportunités à plein de personnes qui nous disaient: «Mais moi, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire, mais j'aime le jeu de rôle». Et qui voient d'un coup un avenir se créer dans cette possibilité. Et puis ensuite, ben, ça permet de soutenir de nombreux acteurs du milieu. En tant qu'entreprise, on a tout d'un coup besoin d'illustration, on a besoin de terrain, on a besoin de nouveaux narrateurs, de nouveaux maîtres de jeu et c'est de l'argent qui va pouvoir repartir dans les mains d'artistes, dans les mains de personnes qui lancent tout ça. Et ça permet comme ça de retourner, de redynamiser un peu cette même communauté. Par contre, ben, tout ça, ça nécessite le fait que les gens aient envie de payer pour faire du jeu de rôle. Donc pourquoi payer? J'entends si par exemple, quelqu'un suit une aventure de jeu de rôle,
qui les amène à être sous l'eau, imaginons. 3 animaux, créatures à moitié poissons s'avancent et soudain invoquent un élémentaire de l'eau qui commence à combattre. On pourrait se retrouver avec ce genre-là de terrain chez plein de gens. Ils ont des figurines, ils ont un environnement, ils mettent quelques lumières, c'est chouette, ça permet de bien se rendre compte. Par contre, si d'un coup on ajoute des lumières bleues à tout ça, on a une ambiance qui change complètement. D'un coup, on n'est pas juste à voir, de dessus, quelque chose qui est sous l'eau, mais on est sous l'eau, avec les créatures, avec ces personnages. On est nous-mêmes dans une ambiance complètement bleue. Ou après, on peut ajouter de la fumée, avoir un maître de jeu qui a l'air presque d'être sous l'eau, au simple prix de ces quelques outils supplémentaires qu'il faudrait ajouter. Donc ça nous permet d'avoir tout d'un coup plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, à nous. Ou encore, si on se retrouve par exemple à combattre un dragon, on n'est pas juste autour d'une table à se raconter qu'on combat un dragon. Il n'y a pas juste une ou 2 lumières, mais il y a des lumières partout autour, des projecteurs de scène, on a des machines à fumer, on a des figurines et des environnements. C'est tout simple, mais ça permet d'ajouter tellement plus à la narration, à l'immersion de ce qui se passe, surtout quand on prend en compte l'idée de se dire: «Ben, tout ça, c'est généré chez la personne. Elle a juste un coup de téléphone à nous passer. On arrive avec tout le matériel, le savoir-faire, une équipe complète, que ce soit l'assistant maître de jeu ou le maître de jeu. On arrive, on installe tout le matos et en une demi-heure d'installation, il s'asseye à une table et ils se retrouvent dans ce genre-là d'ambiance. D'un coup, ça leur permet de découvrir le jeu de rôle alors qu'ils sont plongés dedans, sans aucune nécessité d'apprendre quoi que ce soit. C'est rapide et ça permet comme ça de vraiment immédiatement être plongé dans cet univers. Et c'est quelque chose qui est décrit par énormément de personnes comme différent. Pour toutes les personnes en tout cas qui jouent déjà au jeu de rôle, notamment Donjons& et Dragons, ils disent: «Mais c'est tellement pas la même chose. Ça a rien à voir». Pas parce que et ils nous disent pas: «Vous êtes meilleurs» ou «C'est mieux ce que vous faites». Ils nous disent: «C'est différent». C'est une expérience complètement à part, une expérience nouvelle. Et c'est pour ça que pour moi, ça justifie tellement ça par rapport à ces inquiétudes que d'autres avaient. On fait pas du jeu de rôle qui remplace le jeu de rôle qui existe. On fait pas du jeu de rôle qui, va, diminuer d'une quelconque manière ce que les gens vivent entre amis, en jouant chez eux le soir ou en journée à certains types de jeux de rôle. Mais on vit une expérience riche, nouvelle, qui n'a rien à voir. Et c'est ça pour nous qui est vraiment assez fascinant. On permet d'ajouter quelque chose peut-être de nouveau au jeu de rôle, tout en gardant les bénéfices éventuels que le jeu de rôle peut proposer. Et donc c'est assez fascinant comme aventure, c'est assez génial. Du côté de mon côté en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment jouissif. Et je sais que toute l'équipe reste super motivée. On continue de se battre pour permettre à chacun de le découvrir et surtout pour chercher toujours à nous demander comment est-ce qu'on peut rendre ces aventures plus immersives facilement, même si on a des personnes autour de la table qui ne savent pas jouer. Et ça permet des aventures vraiment, vraiment nouvelles, vraiment, c'est juste de pouvoir redécouvrir un jeu auquel j'ai tellement joué déjà en si peu de temps et à chaque partie être envoyé dans des ambiances qui sont tellement nouvelles. Donc voilà, maintenant je suis ouvert à toutes vos questions et surtout merci beaucoup de l'attention que vous avez portée, à cette petite présentation. Je ne sais pas Clément si tu peux, revenir. Je sais que toi tu as suivi le chat avec attention pour pouvoir, répondre à ces questions. Mais en tout cas merci à tout le monde. Si vous avez des questions, il ne faut absolument pas hésiter sinon à nous contacter par l'adresse email qu'il y a ici. Vous pouvez visiter notre site web ou nos réseaux sociaux, sans aucun problème et puis voilà, comme ça on pourra échanger un petit peu de tout ça. Super, bah déjà merci beaucoup pour cette présentation super intéressante sur un sujet qu'on connaît assez peu, puisque c'est finalement nouveau. Euh, Il y a un certain nombre de questions. Je reprends avec la dernière qui est arrivée. C'est quoi tes clients typiques, enfin vos clients typiques? Est-ce qu'on parle d'entreprise, de privé, et dans quelle proportion? Est-ce que tu as des clients réguliers, etc. Alors, c'est un peu facile de dire ça, mais de tout, c'est impressionnant. Pour l'instant, sur tous ces temps, on a beaucoup, beaucoup de succès auprès des enfants, notamment parce qu'on a la chance d'avoir eu la ville de Lausanne, qui nous a demandé d'aller faire des animations dans les différentes bibliothèques jeunesse de la ville et ça nous permet comme ça de faire des activités pour des enfants, dès 8 ans. On a même eu, avant-hier de 6 ans qui étaient là à jouer et qui on pouvait faire découvrir le jeu de rôle. Et puis en même temps, on a des activités régulières avec des universitaires, des personnes qui commencent tout juste
leur vie professionnelle. Et puis on l'a fait aussi pour des adultes en entreprise. Donc c'est vraiment extrêmement varié, ça dépend complètement des situations, mais il y a quand même, disons, un plus grand une plus grande source de personnes intéressées chez les jeunes adultes. On met beaucoup, beaucoup d'efforts pour permettre de ramener un peu la place de la femme dans l'univers du jeu de rôle et dire que tout le monde a sa place, que c'est pas le jeu de rôle juste une activité pour les hommes. Puis donc on arrive même à avoir un ratio assez équilibré. Donc je dirais que c'est surtout les enfants et les jeunes adultes, qu'on voit le plus, mais on a aussi pas mal de demandes d'entreprises qui sont intéressées, de fondations ou autres, que ce soit pour des animations ou des activités régulières. Donc c'est vraiment de tout varier. Chaque jour, on a des mails différents. Ça marche. Du coup, il y a la question, comment est-ce que sont construites tes offres? Donc j'imagine un peu de quoi dépend le prix? Ou, C'est un petit peu ça. Les questions toujours qu'on va poser aux clients, c'est, de quoi est-ce que vous avez envie? Puis on fera toujours du sur mesure. Dans le sens où on est une équipe création qui va, par exemple, pouvoir adapter les règles de Donjons& et Dragons 5e édition à, du Harry Potter, à l'univers de Narnia, des super-héros en fonction de ce que les clients veulent. Et puis plus c'est éloigné du jeu de rôle de base, plus enfin d'un univers fantastique traditionnel de Donjons& et Dragons, plus ça peut augmenter un peu le prix. Et puis sinon, c'est généralement les frais de déplacement qui sont les plus importants. On se déplace partout s'il le faut. On va très bien sur Genève ou sur, Fribourg, presque tout le temps. Donc, c'est c'est un facteur assez important. Et puis ensuite, plus les groupes sont de taille importante et plus l'activité est régulière, plus nous, on arrive à baisser nos tarifs. Mais c'est toujours des offres sur mesure. Sur notre site, on a des petites idées un peu de prix, mais le meilleur moyen, c'est de nous envoyer un mail ou de nous téléphoner. Et puis comme ça, on peut assez rapidement envoyer une offre qui soit claire et au cas par cas en fonction de où est-ce que la personne habite, du matériel dont il ou elle a envie, et ainsi de suite. ça marche. On a la question, est-ce que tu as déjà eu des réclamations ou comment ça se passe si, bah, ma foi, c'est pas aussi épique que qu'on le pensait? Voilà, est-ce que tu as déjà eu ce genre de soucis? Est-ce que tu as une façon de gérer particulière? Alors, on a souvent réfléchi à cette éventualité. Après, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été un problème, heureusement. Heu, on a personne qui nous a contactés après coup, même pendant l'aventure, pour dire que, ben, ça lui plaisait pas. Mais on est tout à fait préparé à cette éventualité. On a plein d'idées sur comment est-ce qu'on peut retourner la chose, pour que le client se sente pas trop lésé. Mais après, dans le sens, c'est toujours une part de risque pour les personnes qui testent quelque chose de nouveau. Dans le sens où si on va faire une partie de bowling, peut-être qu'on va perdre, peut-être qu'il y aura un groupe bruyant juste à côté, puis qu'on va pas passer une chouette soirée. C'est des choses malheureusement qui arrivent. Et dans ce genre-là de cas, ben, c'est difficile pour nous de vraiment aider la personne. Mais après, généralement, on travaille assez activement pour poser un maximum de questions avant l'aventure. Ne serait-ce que par exemple, est-ce que les personnes ont des handicaps ou des thèmes qu'ils ou elles voudraient pas qu'on aborde? On essaie toujours de faire quelque chose qui soit vraiment, fait sur mesure, pour être sûr que les personnes, en tout cas, puissent se dire: «Bon, même si c'était pas aussi épique que ce que j'aurais pu imaginer, on voit qu'ils ont fait la chose que je voulais», et ça permet généralement de vraiment avoir, enfin, jusqu'à aujourd'hui, ça nous a permis de ne jamais avoir de réclamation, heu, par chance. J'espère que ça va encore durer un petit moment et puis ben, voilà. Eh ben, on te souhaite la même chose. Alors attends, j'avais repéré d'autres questions. Quelqu'un qui a découvert le JDR avec un MJ Pro, est-ce qu'il risque pas d'être un peu dépité en passant en mode amateur? Alors, ça, c'est un petit peu la grande question qu'on se pose sur l'idée peut-être que si quelqu'un découvre le jeu de rôle avec nous et qu'ils ont une machine à fumer, de la lumière, plein une équipe carrément derrière pour animer la session, est-ce que ça va pas être un peu, d'un coup, hein, c'est moins chouette? Et c'est quand on joue avec ses amis ou sa famille. Et un des avantages qu'on a, c'est l'immense différence, qu'il y a, dans l'offre qu'on propose. Et généralement, ça fait que les personnes vont trouver des choses nouvelles en jouant de manière amateur. L'idée, c'est que si on va jouer avec sa famille, on va retrouver plein de choses nouvelles, plein de choses qui sont fun, intéressantes, qui sont pas du tout les mêmes de ce que les gens auront pu vivre avec nous. Et pour l'instant, heu, les personnes nous disent qu'en fait, c'est pas un problème. Même pour nous, j'entends, on continue d'avoir des parties entre nous, on met pas tout le matériel. Moi, si les campagnes que je continue d'avoir, je mets pas toujours une machine à fumer ou des lumières, j'ai pas une assistante ou un assistant maître de jeu à mes côtés pour m'aider, et au final, les joueurs continuent d'aimer ça.
Donc c'est parce que, l'ambiance autour de la table, les thématiques abordées ou comment on se sent libre, le fait de pouvoir, par exemple, manger ou boire une bière pendant, qui fait que qui font que c'est très, très différent. Au final, les personnes vont trouver d'autres intérêts en fonction de si c'est amateur ou professionnel. Et c'est moins chaud quand c'est amateur. Par contre, souvent, c'est plus personnel, c'est plus direct et les personnes se retrouvent généralement à aimer les 2. Donc pour nous, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été un problème. Mais si vous avez rencontré le problème, n'hésitez pas à nous écrire. On est hyper curieux de savoir comment est-ce que ça se passe et puis peut-être de voir si nous, on peut aussi en apprendre pour voir comment faire une meilleure offre et peut-être comment pouvoir vous aider. OK et ben, merci beaucoup pour ces réponses. Je crois qu'il y a encore deux trois questions, mais malheureusement, on doit un peu abréger. Oui, Est-ce que tu seras disponible après sur oui, dans notre bar? Super, oui. OK. Je serai là Donc, dans le bar, je resterai un moment, je serai dispo pour toutes les questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à venir. super. Ben, on te remercie encore une fois et puis, on se retrouve à tout à l'heure déjà pour la séance de discussion avec le public. Mmh. Merci beaucoup. Merci, au revoir.